Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être là ce soir. Donc, c'est la deuxième séquence de cette journée et demie de relations, de relations Télécom Paris avec ces entreprises partenaires. Donc, dans la salle, il y a des partenaires de l'école, certains de très longue date. Il y a des personnels de l'école, mes collaborateurs, chefs de département, directeurs de mission, et puis il y a des étudiants, donc en règle générale avec des fonctions, des présidents de BDE, présidents du forum et différentes autres associations. Voilà, donc on se retrouvera dans 1 heure à peu près pour dîner. Donc ça, ce sera la récompense. Avant ça, vous allez avoir droit à 1 heure de présentation. Mais comme vous me connaissez, vous savez que je suis un conteur né. Alors, j'ai trouvé mon maître, en la personne de Fabien Souchanec. Et ceux qui n'étaient pas là cet après-midi ont raté quelque chose. Fabien nous a fait un exposé absolument passionnant, y compris au plan théâtral. Enfin, vraiment bravo Fabien. Mais bref, donc je vais quand même essayer de soutenir votre attention pendant cette petite heure que vous ne verrez donc pas passer. Mais néanmoins, vous avez vu cette année, on a prévu les fauteuils. Vous pouvez vous endormir. Donc, si on peut éteindre la salle. Voilà. Bref, donc, je vous fais quand même le point. Alors, pour ceux qui sont des habitués de cette manifestation, vous connaissez le principe. Hein, l'idée, c'est de vous faire un point sur l'actualité de l'école, sur l'année écoulée, et puis un peu de se projeter sur les mois à venir ou l'année à venir, et pour éclairer la stratégie, quoi. Donc, il y a une maxime de Clausewitz que j'ai pas lu, mais dont j'ai retenu en tout cas au moins une chose, c'est qui disait il n'y a pas de stratégie sans manœuvre. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie, ça n'a aucun intérêt si on n'est pas capable de faire le premier mouvement. Hein. Enfin, ça, je m'adresse à des gens qui dirigent des entreprises. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la stratégie hors sol. Et dans l'enseignement supérieur, la stratégie hors sol, on sait en faire. Hein, non, c'est la stratégie en action. Donc voilà. Donc du coup, et je prends même l'inverse. Je dis, on démontre la stratégie à travers les actions que l'on conduit, quoi. Alors. Peut-être rapidement, après 10 ans de projet et 3 ans de travaux, on va enfin déménager à Palaiseau. Donc je rappelle juste que c'est 45 000 m², qu'on ne sera pas tout seul à Palaiseau dans le bâtiment, puisqu'il y aura un tiers de Télécom Sud Paris, plus la direction générale de l'Institut Mines Télécom. Que la livraison a pris du retard, donc du coup on réussit le tour de force de faire la rentrée à Paris et de déménager à la Toussaint. Donc ça a été un exercice intéressant que à la fois d'imaginer le scénario d'un déménagement en cours d'année. Je remercie le corps professoral, je remercie les étudiants d'avoir fait preuve de compréhension par rapport à cette difficulté. On y a mis un petit peu d'une autre, puisqu'on a la chance d'avoir des logements dans Paris, parce que finalement le plus gros problème, c'était le problème pour les étudiants de devoir, non pas tant de devoir déménager en cours d'année, surtout qu'ils n'ont pas encore beaucoup de biens, hein, donc un déménagement ça tient dans une valise, hein. Mais c'est plutôt que, évidemment, s'ils arrivent au mois d'octobre, fin octobre, devant des bailleurs de logements étudiants en disant je voudrais une chambre, on dira désolé, c'est déjà pris. Donc bref, pour résoudre ce problème-là, comme on a des logements dans Paris, on leur conseille de prendre un logement à Palaiseau dès la rentrée scolaire, et on mettra à disposition gratuitement, en tout cas sans loyer, les résidences qu'on a dans Paris. Bon, c'est nous qui en sommes les propriétaires, donc ça fait un manque à gagner en termes de revenus, mais ça ne crée pas de charges supplémentaires. Donc voilà, donc on a normalement bien négocié, j'espère, les règles de priorité. On en reparlera, puis on prend des chambres un peu plus à la Cité internationale. On a, je passe rapidement, mais on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement du personnel, parce que le vrai traumatisme, c'est pas pour les étudiants, parce que les étudiants ils passent 3 ans au maximum à Palaiseau, hein. Par contre, le personnel, lui, il peut y rester beaucoup plus longtemps, et en plus, il y a, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui pensaient jamais qu'on déménagerait, quoi, hein, parce que on leur a déjà dit ça depuis, ça fait 30 ans qu'on dit que l'école déménagera, ils y croyaient pas. En plus, elle déménage qu'une fois par siècle, l'école, et comme je leur dis, pas de bol, ça tombe sur vous. Donc voilà. Donc, et quand on a 20% de son personnel qui vient à pied travailler, vous avez du mal à leur expliquer qu'effectivement ils vont gagner aller à Palaiseau, même quand on aime la science. C'est du mal quand on fait le tableau avantage-inconvénient, on a du mal à équilibrer les colonnes. Bref, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, le seul bon point, c'est que comme ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'on va déménager, ils avaient quand même le temps de prendre leurs précautions. Néanmoins, comme on dit, un adage que j'aime bien, ça c'est pas de Clausewitz, qui dit c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Donc il y a des gens qui attendront d'être dans le mur pour se dire mais finalement je peux pas faire 2 heures de transport par jour dans chaque sens pour venir travailler. Et on lui aura dit qu'il fallait qu'il profite du cabinet d'outplacement pour chercher ailleurs.
Voilà, mais c'est des cas très, très, comment dire, très peu nombreux. Voilà. Les choses se passent très bien. En plus, ça fait quand même 8 ans qu'on signe des contrats de travail où les gens savent que, enfin, où ils sont prévenus que de toute façon on déménage. Donc ceux qu'on a recrutés depuis 8 ans, alors on n'a pas de turnover des ESN, désolé. Hein, donc notre turnover est plutôt de 5% que de 15 à 20%. Donc, mais même à 5% sur 8 ans, vous voyez, ça fait déjà quand même 40%. Donc on a quand même 40% des gens qui savent à quoi s'attendre. Donc a priori, ils ont pris leur disposition. Ou en tout cas, ils ont prévu de prendre leur disposition au moment du déménagement. Un gros travail sur la vie étudiante sur le campus. Alors là, j'ai un scoop, je ne sais pas, je le montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le plan de masse du quartier de Palaiseau, hein, le bâtiment de Télécom Paris étant ici, hein, l'école polytechnique ici, l'ENSTA ici, l'ENSAE ici. Alors oui, je dis ça pour les étudiants. Peut-être un argument pour faire venir les étudiants qui vont avoir à choisir entre Télécom, l'ENSTA et l'ENSAE, c'est nous qu'on sera le plus près de la station de métro. Hein, voilà, parce qu'on est vraiment sur la station, donc ça je vous livre ce petit tuyau. Hein, et eux ils sont vraiment très loin, ils seront vraiment très loin. Et alors après il y a d'autres arguments, oui. Alors non, plus sérieusement quand même, parce que ça c'est pas un bon argument pour ceux qui vont rentrer. C'est vous qui serez le plus près de Thales, c'est vous qui serez le plus près d'EDF, c'est vous qui serez le plus près de Danone, donc c'est les yaourts gratuits. C'est vous qui serez plus près d'équipes de Total qui sont encore dans l'institut photovoltaïque francilien, le plus près de l'INRIA. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut vendre. Et encore plus sérieusement, c'est eux qui seront le plus près des services, puisqu'effectivement, la boulangerie, pâtisserie est ici, il y a 2 brasseries ici, le Franprix est là, la BNP, désolé pour les autres banquiers, la BNP est là. Enfin, il y a un distributeur qui accepte toutes les cartes. Voilà, donc c'est nous qu'on sera le plus près des services. Donc voilà, c'est le dernier argument. On n'aura plus autant de bars que rue Barreau, ça c'est sûr, hein, mais on sera le plus proche des services. Voilà, ça c'est le bâtiment, c'était il y a 15 jours à peu près, enfin, puisque, non, une semaine même, 14 juin, voilà où on en est. Et puis, alors le scoop d'hier, hein, mais ceux qui me suivent, enfin en tout cas sur LinkedIn l'ont vu, ou sur Facebook d'ailleurs, c'est qu'on apparaît pour la première fois dans le classement dit QS, Quakerly-Simon, pour des universités mondiales, c'est-à-dire celles qui sont visibles mondialement. Donc, et on apparaît donc en tant qu'établissement français donc, dans cette liste des 10 premiers établissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est la 3e grande école après l'école polytechnique et Centrale Supélec. Donc moi, me retrouver 3e après l'école polytechnique et Centrale Supélec, j'avoue très honnêtement que ça me semble une bonne place. De se retrouver devant l'école des Ponts, ça ne me déplaît pas, forcément. Et de voir que les mines ParisTech n'y est même pas, ça me déplaît vraiment pas du tout. Voilà. Et donc, alors d'autant plus que cette place de 249e pourrait même être encore redressée, parce que mon contrôleur de gestion qui s'occupe de ça et qui a fait un excellent travail a en fait fait remarquer à QS qu'ils s'étaient plantés dans leurs calculs, hein, parce qu'avec Thalel, vous étiez à Londres, c'était lundi, non? C'était quand vous étiez? Jeudi dernier, voilà. Donc bref, donc il est possible alors ils ne ressortiront pas un communiqué de presse pour dire Télécom Paris, on s'est trompé, etc. Mais il est possible qu'on monte encore un petit peu dans les classements. Alors c'est important, bon, c'est une petite fierté. Ça veut dire qu'on ne sera pas un boulet pour l'X quand on voudra faire classer l'Institut Polytechnique de Paris, parce que notre ambition, c'est pas de passer de la 249e place à la 242e ou la 160e. Notre ambition, c'est d'être, avec l'école polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE et Télécom Sud Paris, c'est d'être les premiers en France, à tout le moins, et les premiers dans le monde, pas possible, parce que si vous regardez le classement des 10 premiers, ça bouge pas, ou quasiment pas. Hein. Donc bravo d'ailleurs à l'ETH Zurich, qui est la seule université non anglo-saxonne à être classée dans les 10 premiers du classement QS. Bon, ils ont été un peu aidés par l'État fédéral suisse quand même. Hein. Il faut dire, si on regarde les budgets, voilà, c'est ce qu'on essaie de dire à notre ministère, on a du mal à se faire entendre. Voilà, mais enfin c'est ça. Par ailleurs, donc qu'est-ce qui c'est? Alors maintenant, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions ou m'interpeller sur les différents sujets que je présente. Les marqueurs de notre positionnement. Donc, alors, si on revient sur un classement franco-français, au classement de l'étudiant 2019, on est 4e école française. Alors, on n'est pas tout seul à être 4e, hein, mais là aussi, donc se retrouver, alors là pour le coup, après l'école polytechnique, Centrale Supélec, les mines, se trouver 4e, ex aequo, même avec l'école des Ponts, etc., c'est bien, on trouve que c'est bien. Et c'est pas un scoop, on forme des ingénieurs du numérique. On a quand même désormais 9 filières sur les 18 qu'on propose entre Paris et Sofia qui sont totalement en anglais. C'est-à-dire où les 2 années, la 2e et la 3e année sont totalement en anglais, ce qui nous permet d'enfin d'avoir une offre sérieuse pour des candidats à la formation d'ingénieurs qui ne seraient pas francophones. Alors c'est ce qu'on avait déjà
à Sofia, puisque Eurecom, ça fait 20 ans qu'on fait, plus de 20 ans qu'on fait des formations totalement en anglais. Mais sur Paris, ça a été un petit peu laborieux d'arriver à progressivement faire passer des formations totalement en anglais. Alors c'est vrai que quand des Français font des cours à des Français, le faire en anglais, d'abord ça fait un peu bizarre. Et puis deuxièmement, c'est vrai que même quand nos enseignants-chercheurs sont bons en anglais, ils sont forcément un petit peu moins bons qu'en français, et nos élèves aussi, et donc du coup on perd un peu dans la richesse de l'interactivité. Donc il y a des raisons, enfin il y a des arguments objectifs pour dire tant qu'on est des Français face à des Français, le faire cours en anglais c'est difficile. Donc après le problème c'est qu'il faut résoudre le dilemme de la poule et de l'œuf. Et donc j'ai essayé d'expliquer, je crois qu'on a convaincu, Jean-François, que si on voulait un jour avoir des anglophones, il fallait commencer par faire des cours en anglais à des Français. Parce que tant qu'il y a que des cours français à des Français, il n'y avait jamais aucun anglophone qui viendra. Voilà, donc on a résolu le dilemme et ma foi, ça va nous permettre de monter en puissance. Je passe rapidement sur un certain nombre d'innovations qu'on a faites. Peut-être un point qui vous intéressera particulièrement, c'est qu'on rouvre la formation d'ingénieur en apprentissage à la rentrée 2019, formation qu'on avait suspendue pendant 3 ans dans un combat qu'on a mené avec la CTI qui ne voulait pas qu'on fasse une formation sur 2 ans et qui a finalement accepté qu'on fasse une formation sur 2 ans. C'est-à-dire la première année est à temps plein, parce qu'on considère que le vivier qu'on recrute nécessite qu'il soit vraiment à temps plein en formation. Et c'est à partir seulement de la 2e année qu'il passe en alternance mi-temps en formation et mi-temps en entreprise. Donc là, ce ne sera pas des gros volumes, une vingtaine d'étudiants par an, plus si les étudiants le demandent. C'est prioritairement pour des DUT, notamment pour un vivier de DUT, mais c'est ouvert aux étudiants venant des classes prépa aux grandes écoles. Il y aura des places, on m'avait posé la question de savoir s'il y aurait des places pour les étudiants des classes prépa aux grandes, qui viennent sur le vivier historique. La réponse, c'est oui, c'est possible, en quantité limitée, parce que les enseignants, c'est une charge, pour nous, la gestion de l'apprentissage, c'est une charge supplémentaire d'encadrement pour les enseignants-chercheurs. Donc il y a des numerus clausus qui ont été mis pour des raisons d'encadrement des enseignants-chercheurs. Mais c'est possible. On ne veut pas en faire un ghetto, entre guillemets, des populations de DUT, même si c'est prioritairement destiné à cette population. On a ouvert à la rentrée de septembre 2018 une option de 3e année commune avec ENSTA en intelligence artificielle, où il y a donc des élèves de Télécom Paris, des élèves de l'ENSTA. Et en septembre 2018 aussi, on a ouvert un master spécialisé système embarqué. On l'avait fait d'ailleurs à l'issue d'un travail avec Cédric, je ne sais pas où il est, Cédric Demeure, qui est au fond patron de Thales R&T, Palaiso, et qui est notamment président de Embedded System France. Embedded France, oui. Embedded France, et donc effectivement, qui nous avait fait état d'un besoin, et donc on a développé cette formation. Grâce aux millions d'euros que Patrick Drahi nous donne tous les ans aux écoles télécom, on continue à développer des MOOC, et notamment, on a un beau petit succès avec un enseignant-chercheur. Alors ceux qui étaient au dîner de fundraising Prestige, celui où on paye pour rentrer, où on paye pour sortir, des diplômés télécom, ils avaient assisté à une présentation de Rémi Charoc, professeur d'informatique à Télécom Paris, qui a développé un MOOC et un outil en plus logiciel qui permet de faire de l'assistance, de l'apprentissage de la programmation en ligne. Il a noué un partenariat avec Dartmouth, qui est désormais de plus en plus connu, Dartmouth, depuis le nouveau printemps de l'intelligence artificielle, l'université de l'Ivy League. Et donc, son MOOC, coproduit avec l'Ivy League, aujourd'hui a 100... Alors, Gérard Mémy me disait qu'on était à 125 000 inscrits, ce qui est quand même un nombre considérable d'inscrits, même si on sait qu'il n'y a qu'une dizaine de pourcents des apprenants qui vont au bout. Donc, 125 000 inscrits, et on a 2700 qui ont opté pour la formule certifiante, c'est-à-dire qui payent pour pouvoir obtenir un certificat. Donc ça, c'est un élément, c'est pas avec ça qu'on va financer tout le reste de nos travaux, mais par contre, c'est un élément important de du développement de notre notoriété, un partenariat avec un établissement prestigieux et puis un nombre d'inscrits assez considérable. Sur la relation avec les entreprises, donc, alors là, je vais remercier un certain nombre de responsables d'entreprises, puisque là, j'ai listé toutes les entreprises qu'on a créées sur l'année passée. Donc, qui sont toutes les chaires qu'on a créées sur l'année passée, qui sont des chaires soit d'enseignement-recherche, soit des chaires d'enseignement. Et vous avez là les partenaires entreprises qui financent ces chaires. BPCE, alors malheureusement je crois qu'ils ne sont pas là ce soir, Yves Tirode, Frédéric Burtz, qui sont, l'un étant le Chief Digital Officer de BPCE, Data Science and Artificial Intelligence for Industry and Services, avec Airbus Valeo, Safran Engie, Idemia,
Identité numérique responsable avec Gemalto, Digital Finance avec le carte bancaire et la banque postale. Une chaire alors, pilotée par l'IMT Atlantique donc, sur la valorisation des données de l'énergie avec Enedis et la communauté de communes de Nantes. Data Science pour le e-commerce avec venteprivée.com, qui est une des dernières qu'on ait signées. Et on en signe une la semaine prochaine. Donc j'aurai le plaisir de revoir Pascal Imbert. Transformation digitale, qui est une chaire d'enseignement qui va nous accompagner sur notre filière qui s'appelle Stratégie, Innovation, Marché, donc avec Wavestone. Et j'en profite pour remercier donc à nouveau toutes les entreprises qui nous soutiennent dans le développement de ces chaires, qui permettent à la fois de financer des activités, qui permettent aussi d'interagir, de faire interagir nos enseignants-chercheurs avec vos propres experts, et qui permet aussi d'assurer la bonne adéquation de nos formations avec vos besoins. En plus, c'est un élément d'image de marque. Ça contribue à notre excellent classement dans le classement de l'étudiant. Ouverture sociale, sujet d'actualité, hein, comme vous l'avez vu dans la presse, hein, puisque effectivement un certain nombre d'écoles, de directeurs d'écoles sont mandatés par l'État pour réfléchir à l'accroissement de l'ouverture sociale. Pour Télécom Paris, en tout cas aujourd'hui, et sans lever le pied sur ce qu'on peut faire en matière d'accroissement de la diversité, en diversifiant les viviers de recrutement, la priorité, c'est d'investir et de faire investir du temps à nos diplômés sur des opérations qui sont en fait portées par des associations loi 1901 qui proposent des mentors à des élèves du collège et du lycée. Donc des élèves issus de milieux modestes dans des lycées, des REP, des REP+, et qui ont besoin, détectés par leurs équipes pédagogiques, ont besoin d'être mentorés, c'est-à-dire d'être accompagnés par des gens comme vous, comme moi, et qui seront capables de les enrichir culturellement, de les aider à comprendre les codes, de les aider de les orienter, de les aider à faire des choix d'orientation en les emmenant visiter leur entreprise, en leur expliquant ce que c'est que le métier de l'entreprise. Voilà. Et donc nous avons un partenariat avec 2 associations. Article 1, qui est la fusion de Passeport Avenir, ex-Passeport Télécom d'ailleurs, hein, qui avait été créé à l'époque par SFR, et Télémac. Télémac qui remonte jusqu'au collège. Article 1, elle s'intéressant plutôt au lycée et aux classes prépa. Et cette année, au total, c'est la 2e année que nous avons fait l'opération de recrutement. Nous sommes à 30 mentors d'anciens élèves de Télécom Paris qui accompagnent des élèves en collège et en lycée. Donc là aussi, vous avez la faculté d'aider. Si votre entreprise d'ailleurs est partenaire d'Article 1 ou de Télémac, les entreprises partenaires elles-mêmes, outre le fait qu'elles payent une cotisation qui permet à ces associations de fonctionner, normalement doivent faire la pub auprès de leurs salariés pour qu'eux-mêmes s'engagent. Voilà. Et donc on recherche des mentors pour la rentrée 2019-2020. Ça, c'est donc les différentes signatures de chaire, enfin quelques photos de signatures de chaire. Donc là, il n'y a que celle-là qui est absolument, totalement politiquement incorrecte. Alors non pas parce qu'il y a 3 diplômés télécom, mais c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. Mais je pense que quand on est comme ça dans un patchwork, ce qui compte, c'est qu'il y ait une femme sur le slide et pas forcément une femme sur la photo. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais depuis qu'on s'est fait flinguer sur la signature de la convention avec HEC, maintenant on fait super gaffe. Voilà. À l'international, on a diplômé la première promotion d'ingénieurs de l'école franco-chinoise de Shanghai, que l'on a avec l'X, les mines et l'ENSTA, le Télécom et Shanghai Jiaotong. Donc, s'il faut 9 mois pour faire un enfant, il faut 9 ans pour sortir une première promotion de diplômé d'une école d'ingénieurs, parce qu'il en faut 6 pour les former, et puis il faut 3 ans pour préparer à peu près la formation. Donc, les premiers diplômés sont sortis cette année. Et là, je lance un vibrant appel à toutes les sociétés qui auraient des implantations en Chine. Parce qu'il se trouve que dans la première promotion qui est sortie d'une 40aine de diplômés, les 2 tiers sont allés dans des entreprises chinoises, ce qui n'est pas choquant, mais le tiers restant, un est allé dans une entreprise française et tous les 2 dans une entreprise américaine en Chine. Donc là, on se dit, on a un problème, quoi. C'est-à-dire parce que c'est quand même une école franco-chinoise, donc comment se fait-il que les entreprises françaises n'ont pas mieux tiré leur épingle du jeu? Donc ça peut être aussi de la faute de l'école elle-même, hein, qui n'a pas forcément l'école, je ne parle pas de la nôtre ici, même si on est solidaire, mais il y a une direction locale de l'école, mais enfin c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler, puisque cette école est un peu financée aussi par vos impôts, les miens, donc quand même il faudrait un peu que ça serve aussi aux entreprises françaises basées en Chine. En tout cas, c'était l'ambition.
Voilà, alors c'est la première promotion, donc on va faire un rétex, comme vous dites, on va faire un rétex, retour d'expérience. Et voilà. Alors, on a également lancé alors là, un produit beaucoup plus court, puisque c'est une formation en 2 ans, dont la deuxième année est un master spécialisé, qu'on a ouvert il y a 2 ans avec Zhejiang University, donc University à Hangzhou. Et donc là, on a sorti la première promotion, ça va plus vite, c'est un cycle court. Et là, c'est des formations pour des cadres d'entreprises qui sont déjà en activité. Mais certains vont rechercher un emploi derrière, hein, comme sur les masters spécialisés en France. Et donc, on a fait la première diplomation. Grâce à l'argent des diplômés qui sont basés aux États-Unis, enfin à New York, on finance maintenant des développements de coopération scientifique avec Columbia. Et grâce à des diplômés qui sont à Londres, on finance le développement de coopération scientifique avec Imperial College. Là, c'est juste pour vous donner, parce que c'est vrai que je ne parle pas souvent de budget, donc peut-être vous dire, bon, le budget de l'école l'année dernière, c'était à peu près 56 millions d'euros, que sur ces 56 millions d'euros, il y a 22 millions, 23 millions d'euros presque qu'on va chercher, enfin il y en a 33 qui nous sont donnés par l'État, et les 23, on va les chercher nous-mêmes, c'est-à-dire à travers donc, ce qu'on appelle chez nous les ressources propres ou les ressources externes. Et vous constaterez qu'en l'espace de 11 ans, donc, on est passé de 34% de ressources propres à quasiment 41%, mais que cette hausse s'est faite non pas parce que la subvention a baissé, parce qu'elle restait à peu près constante en euros courants, pardon, mais par contre parce que les ressources propres, elles, ont cru. Donc en fait, l'augmentation du taux de ressources propres s'est fait par croissance des ressources externes. Et ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, comme je dis, là, on a connu 4 présidents de la République, hein, et je ne compte plus le nombre de gouvernements, ce qui explique pourquoi, dans le plan stratégique de l'école et de l'Institut Polytechnique de Paris, on a tablé sur une stabilité de la subvention et que la croissance, on a considéré que la croissance ne pourrait se faire que sur les ressources. Ah non, 2007, il y avait encore un président. Je compte Jacques Chirac. Hein, voilà. Donc effectivement, puisque en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le budget 2007 avait été voté fin 2006, et donc je suis pas dans le. Voilà. Je pense que je suis fondé à dire qu'il y en avait 4. Et ceci étant dit, donc ça veut dire qu'effectivement, ça prouve, s'il en était besoin, que si on est pragmatique, il faut bien considérer que si on veut se développer, il faut se développer par l'accroissement des ressources propres et pas attendre que l'État nous finance. Alors sachant que dans les ressources propres, il y a une part non négligeable qui sont des financements publics, hein, ne l'oublions pas, puisqu'il y a les appels à projets de recherche compétitifs, hein, que ce soit les publics nationaux, les ANR, les FUI ou les programmes européens, H2020, tout ça c'est de l'argent public. Mais c'est de l'argent public compétitif, donc qui se trouve également ici. Voilà le détail, hein, donc, des recettes, hein, ces fameux 23 millions d'euros. La recherche, effectivement, est beaucoup moins subventionnée que ne l'est la formation, hein, puisqu'en fait, en gros, dans notre comptabilité analytique, on considère qu'alors, il se trouve que là, ça représente 49% des ressources propres, mais c'est même à peu près 50% des coûts de la recherche. C'est-à-dire qu'on considère que les coûts totaux de la recherche sont financés à 50% par les recettes, alors que sur la formation, on considère qu'on n'est qu'à peu près à 10% de ressources propres. Donc la formation est en fait l'activité la plus subventionnée. C'est clair? Pas de questions? OK. Alors, l'activité institutionnelle, l'événement le plus important, c'est la nomination d'Éric Labaille à la tête de la présidence de l'école polytechnique, donc qui a la chance d'être également diplômé de cette école, de siéger au conseil d'administration de l'école, enfin au conseil d'école depuis très longtemps, donc qui nous connaît bien et qui est d'ailleurs depuis, alors ce slide date un peu, il est également depuis le 1er juin, depuis qu'on a créé l'Institut Polytechnique de Paris, il est également président de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc il cumule la fonction de président exécutif de l'école polytechnique et de président de l'Institut Polytechnique de Paris. La fameuse convention de coopération, enfin la convention de coopération entre les 5 écoles, le dévoiement de la marque, donc on avance, la fameuse convention de coopération avec HEC où il y avait des hommes sur la photo, et la création effective de l'établissement public, donc le 31 mai, parution au journal officiel du 2 juin 2019. Le logo, pas de questions sur le logo. On y voit un X, ça ressemble à celui de l'Institut Pasteur. Voilà, non, je dis ça parce que c'est des remarques qu'on a eues. Alors, ceci étant, au-delà de ces questions de logo, donc une offre qui est opérationnelle à la rentrée de septembre, donc avec des masters
un master spécialisé intelligence artificielle avec les 2 écoles télécom et l'ENSTA, une école doctorale en propre. Donc on va commencer à délivrer nos premiers diplômes en fait dès l'automne. Des doctorants qui sont actuellement en thèse chez nous vont commencer à recevoir les premiers diplômes de docteur de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà. Une stratégie claire à 5 ans avec un premier business plan. Donc je vais passer rapidement, je préférerais répondre à vos questions si vous en avez, sur la stratégie notamment de formation graduée avec l'idée de recruter des bons doctorants dès l'entrée en master, ce qu'on appelle les PhD tracks. C'est de se dire, les meilleurs doctorants ne sont pas ceux qu'on va chercher en fin de 2e année de master, parce qu'en fait les très bons doctorants potentiels, ils ont déjà été captés par en général les équipes pédagogiques des masters en question, quoi. Et donc, si on veut avoir des très très bons doctorants, il vaut mieux aller chercher ou identifier parmi les candidats master ou les inscrits en master, ceux qui, assez tôt dans leur cycle master, ceux qui seraient intéressés par faire une thèse. Et dans ce cadre-là, les mettre dans ce qu'on appelle un PhD track, c'est-à-dire une forme à la fois une continuité de formation, master-doctorat, d'une part, d'autre part avec des financements, c'est-à-dire qu'au lieu de les voir comme des élèves, on commence à les voir comme des chercheurs, donc c'est-à-dire au lieu qu'ils payent, c'est nous qu'on les paye, en tout cas on les dispense de payer, des choses comme ça. Et donc ça s'appelle le PhD track, c'est ce que font pas mal d'établissements anglo-saxons notamment. Les bachelors, si vous avez des questions, on pourra en parler. Et puis on demande quand même un petit peu d'argent à l'État. On a fait une demande, donc dans le cadre de la discussion budgétaire 2020-2022, de 6 millions d'euros par an sur les 3 prochaines années pour amorcer le fonctionnement de l'Institut Polytechnique de Paris, sachant qu'après, on sait que pour le reste, il faudra financer sa construction, à la fois donc, sur des ressources propres qu'on ira chercher, et d'autre part sur des gains de productivité qu'on fera par mutualisation d'activités, etc. On a lancé 24 chantiers en parallèle. Donc là, ce que j'écris là peut paraître assez évident, mais pour avoir, ça fait 12 ans que je suis à la tête de Télécom Paris. Donc réfléchir à un chantier d'organisation de façon pragmatique, itérative, non dogmatique et qui soit drivé par les bénéfices attendus, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va construire de manière très, très progressive l'Institut Polytechnique de Paris. On commence avec un minimum de fonctions. Et puis, vraiment, on se pose la question de savoir à quel moment il est intéressant de créer une fonction mutualisée. Si elle est mutualisée, comme on n'a pas de ressources nouvelles, il faudra forcément prélever sur les moyens des écoles. Donc, c'est très vertueux parce que ça veut dire que quand on veut créer une fonction mutualisée, si on dit, bah oui, mais très bien, mais il faudra que ça soit pris sur vos moyens, là, du coup, les gens réfléchissent vraiment à la valeur ajoutée, quoi. Beaucoup plus que si on leur dit, voilà, on vous donne des emplois. Ce qui nous est arrivé à Saclay. À Saclay, l'État nous a donné 20 emplois pour créer Paris-Saclay. Donc, tout de suite, on a recruté un président, un directeur général, un VP recherche, un VP enseignement, un VP international, un VP relations entreprises, etc. Bon. Et évidemment, les mecs se sont mis à coordonner les gens, quoi. Bon. Donc là, on ne va pas tomber dans ce travers-là. Alors, comme on dit, vous savez, l'innovation naît de la contrainte. Je crois que c'est assez connu. Et des enjeux forts sur le campus accueillant, vie étudiante et finances. Et ça, c'est l'organisation projet, donc ça ne passionnera pas grand monde. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Donc, tout le monde a 2 métiers à l'école, mais qu'un seul salaire. C'est donc à la fois, il travaille pour Télécom Paris et il travaille aussi pour l'Institut Polytechnique de Paris dans les différents groupes de travail. La marque, donc ça, c'est le truc sympa. J'ai montré le logo de l'Institut Polytechnique de Paris. Suite Télécom Paris. Alors, là, tu vas être content, Pascal, puisqu'avant mon départ, j'aurais quand même réussi à aligner les marques, quand même, un peu. Tu es d'accord ? Voilà, ça fait 12 ans que tu me demandes. Voilà, on a été obligé de laisser le logo de l'IMT, parce que vous connaissez le proverbe, ne mords pas la main qui te nourrit. Voilà. Donc, tant que l'argent, que les 33 millions passent par l'IMT, je suis quand même bien obligé d'être vigilant sur ce que je dis sur l'IMT. Voilà. Mais par contre, effectivement, d'une part, on a enlevé ParisTech parce que ça fait 5 ans que la marque ParisTech, malheureusement, n'avait plus de raison d'être portée à ce niveau-là de notre marque et ça devenait confusionnant par rapport à nos alliances. La marque IP Paris se retrouve en bonne place et la mention de notre appartenance à l'Institut Mines Télécom est assumée. C'est-à-dire que je regardais les logos. Aujourd'hui, quand vous prenez, on prend souvent l'exemple d'LVMH. Si vous voulez, une maison d'LVMH, elle est dans LVMH, mais il n'y a pas tous les logos et les noms des maisons elles-mêmes.
eux-mêmes ne sont pas des dérivés du nom de LVMH. Et d'ailleurs, que les gens qui travaillent au corporate LVMH, il n'y a même pas de logo. Les cartes de visite, cherchez l'autre jour, le CDO de LVMH, je prends sa carte de visite, mais je dis, mais c'est sa carte perso parce qu'il n'y avait pas de logo. C'est rare, hein, une carte de visite professionnelle où il n'y a pas de logo. Et en fait, parce que LVMH, corporate, il n'y a pas de logo. Il y a écrit LVMH. Voilà. Donc nous, c'est pareil. Donc l'IMT, on est une école de l'IMT, on le mentionne. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans mon slide d'introduction. Mais on est une école d'IP Paris avant tout. Donc la déclinaison est identique dans toutes les écoles. Donc là, voilà l'ENSTA, la déclinaison à l'ENSTA. Donc j'ai l'équivalent pour toutes les écoles. Et puis, on a fait un truc sympa. C'est on a mis dans la charte graphique une déclinaison qui permet de factoriser Institut Polytechnique de Paris. Donc ça, on factorise à 2, à 3, à 4, à 5. C'est-à-dire qui permet effectivement, quand on est plusieurs, de mettre en bas ce trait et puis ce logo de l'Institut Polytechnique de Paris et de factoriser l'endossement, ce qui donne encore une impression encore plus forte d'un collectif. Voilà. Alors il y a cette modalité-là. Il y a cette autre modalité qui est une autre forme d'expression, c'est quand on signe en tant qu'Institut Polytechnique de Paris, et ça veut dire l'Institut Polytechnique de Paris dans lequel il y a l'IX, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Alors que là, c'est les écoles qui sont toutes membres de l'Institut Polytechnique de Paris. Des Quick Wins, on a commencé à déposer des dossiers pour obtenir des financements de l'État. Il y avait un appel à projet sur les écoles universitaires de recherche qui sont en fait des graduate schools, justement pour mettre en place des PhD tracks dans des établissements d'enseignement supérieur. Donc on a déposé 7 dossiers. La réponse est attendue vers la mi-juillet. On est en pleine rédaction de dossiers de réponse à un appel à projet de l'ANR sur le thème de l'intelligence artificielle, qui est un peu l'eau de consolation pour tous ceux qui n'ont pas été 3IA. 3IA, Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle, dont Saclay n'a pas été lauréat. Et donc, il y a un lot de consolation. C'est quand même c'est combien le montant par chaire sur le chaire ANR? À peu près 4 à 500 000 euros, c'est ça, je crois. Ouais, en gros, 150 000 euros par an, donc c'est quand même intéressant pour un chercheur et sa petite équipe. Et donc, d'ailleurs, on a commencé à faire des matchings avec quelques industriels, puisqu'il y a la possibilité. L'établissement doit matcher, c'est-à-dire que de toute façon, l'État ne donnera pas plus de 50% du montant total, mais on peut aussi en appeler à des financements industriels. Et il y a déjà des projets sur lesquels des industriels se sont positionnés. Et on a une quinzaine de dossiers. Alors, quand je mets quinzaine de dossiers, ce n'est pas à Télécom, c'est quinzaine de dossiers au périmètre d'IP Paris. Mais pour Télécom Paris, on est à peu près à 5 dossiers. Au passage, d'ailleurs, 5 dossiers sur 15, c'est à peu près notre poids sur le thème de l'intelligence artificielle dans IP Paris. C'est-à-dire que pour cet après-midi, ceux qui ont assisté à la présentation de Gaël, je crois que c'est Gaël qui a fait la présentation, qui montrait le poids de Télécom Paris dans la production IA ou dans les moyens IA, on représente à peu près un tiers des moyens en intelligence artificielle d'IP Paris, le deuxième étant l'école polytechnique. On ouvre un master spécialisé IA à la rentrée 2019. On participe, ce sera notre première sortie, je pense, en tant qu'Institut Polytechnique de Paris. La deuxième, dit Jean-François, donc l'European Association for International Education à Helsinki. Et puis, au niveau des relations entreprises, donc là, effectivement, on va réaligner plutôt à la hausse le tarif d'encadrement des tests CIFRE. Ça va faire plaisir à nos partenaires, mais il y aura toujours un tarif. Je rappelle que je crois qu'il y a un tarif fondation. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Et puis, Total a accepté de parrainer de façon coordonnée l'école polytechnique, l'ENSTA et Télécom Paris. Ça nous a d'ailleurs valu un échange intéressant avec le corps professoral et les étudiants sur le thème du développement durable. Donc, comme j'ai dit, si ça peut relancer la prise de conscience de tout le monde de la nécessité de parler un peu plus de développement durable aux futurs ingénieurs télécoms, j'aurais pas perdu mon temps. Voilà. Et puis, en matière d'innovation, lancement d'un appel à projet prématuration en novembre 2019 et un travail sur la mise à réseau des incubateurs. Là, je présente ça pour les sportifs, puisque une des choses qu'on va faire en tant qu'Institut Polytechnique de Paris, c'est à la rentrée, on va mettre en place un parcours sportif sur le plateau, sur le quartier de Palaiseau, donc avec des parcours balisés, en fait, et des stations avec des activités. Donc terrain de pétanque, oui, on ne plaisante pas. Un container CrossFit. Alors là, bon, excusez-moi, là, il y a beaucoup d'anglais, je suis un peu perdu. Moi, je fais du vélo d'appartement, c'est à peu près ce que je fais l'hiver, et du vélo tout court. Alors moi, le CrossFit, cross-training, très bien. Une zone de cours soft, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'attends le zone de cours hard, évidemment.
de ping-pong, ça je vois bien. Le baby-foot, j'en faisais à l'époque où je fréquentais Télécom. Et là, il y a un workout. Un workout, je sais ce que c'est, existant, donc ça je vois bien. Et puis quelques parcours qui seront donc balisés et qui effectivement permettront à la fois d'exercer des activités sportives, mais aussi un petit peu de matérialiser l'existence de ce collectif Institut Polytechnique de Paris. Je termine, je crois que c'est vraiment mon dernier transparent, en disant donc on sort de ParisTech au 31 décembre 2019. Donc on va sortir du recrutement international ParisTech et on va monter notre propre recrutement international Institut Polytechnique de Paris. On sort des antennes qu'on avait ParisTech en Chine, au Brésil. On sort des commissions formation, communication, relations entreprises. On ne sort pas de la commission diversité sociale, qui nous paraît important. On sort de la personne morale ParisTech Développement. Par contre, on reste dans un certain nombre d'actions qui ne portent pas la marque ParisTech d'ailleurs, mais qui sont des actions qui font sens au périmètre des écoles de ParisTech. Donc les semaines Athens, qui sont très prisées des étudiants, qui sont semaines Athens, c'est 2 fois par an, pendant une semaine, bloquer la possibilité pour les étudiants d'un certain nombre, d'une dizaine, combien, douzaine d'universités européennes ? 15. Merci. 15 universités européennes d'aller passer une semaine dans un pays étranger, ou pour des étudiants des écoles de ParisTech d'aller dans une autre école de ParisTech pour une semaine bloquée pour faire un cours sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'ils apprennent à l'école. Donc ça, on va garder. L'Institut de la mobilité durable, on va rester dedans. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec Renault. Alors, je le dis toujours, Renault, moi j'étais dans le bureau de Carlos Ghosn il y a 10 ans avec Benoît Leguet à l'époque, quand avec Bertrand Collomb... et son nouveau bureau. Ouais, moi, je ne me serais pas permis, Rémi. Mais à l'époque, donc, je me souviens être allé donc, avec Denis Ranck, Bertrand Collomb, Benoît Leguet, directeur de Mines ParisTech, et moi-même, pour expliquer à Carlos Ghosn qu'on voulait, avec ParisTech, répondre à toutes les questions que pouvait se poser Renault autour de la question du tout électrique, puisque c'était le projet du moment, enfin ça l'est toujours chez Renault, et donc il a dit je vais mettre, c'est 800 000 euros par an, donc ça fait 10 ans que Renault met 800 000 euros par an, et ça n'a pas changé, ça je dois dire. Donc c'est pour nous permettre, pour leur permettre d'avancer dans le développement du véhicule électrique et nous permettre de faire avancer nos travaux en chimie des batteries, en ergonomie du poste de conduite, en véhicules connectés, etc. L'Institut Villebon Georges Charpak, c'est un projet avec des universités qui est à Villebon, donc pas très loin de là où on sera. Georges Charpak, référence donc au prix Nobel de physique, Georges Charpak, la main à la pâte, donc qui forme en 3 ans sur des licences pluridisciplinaires des étudiants venant de bac techno et qui leur permettent après de rentrer par d'autres voies, donc une voie parallèle dans les grandes écoles ou universités. SPATE, c'est le nom de code de Shanghai ParisTech Elite Institute of Technology, et le réseau Racine, c'est un réseau d'animation des enseignants-chercheurs autour des pratiques pédagogiques. On est sorti de l'université Paris-Saclay, mais on va maintenir des coopérations avec l'université Paris-Saclay. On a des actifs en commun, des LabEx, laboratoires d'excellence. On a le fameux institut de convergence Dataïa. L'État nous donne quand même quasiment 900... il va nous donner à peu près 10 millions d'euros sur une dizaine d'années, je crois, pour développer des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la science des données. On aura une école doctorale mathématique commune. Et puis, on va rester mutualisé sur certaines formations master importantes. Et puis, sur la vie de campus, de toute façon, on est sur le même campus. On va partager des logements. D'ailleurs, une partie de nos étudiants, à la rentrée scolaire, vont se trouver logés au Moulon. Donc, ils retrouveront certains de leurs camarades qui auront réussi à rentrer à Centrale Supélec, par exemple. Et puis, il y a peut-être des centraliens qui viendront loger à Palaiseau. Ils retrouveront des gens qui ont réussi à rentrer à l'X. Voilà. Comme ça, tout le monde sera content. Des infrastructures sportives qui seront aussi mutualisées. Et puis, on a évidemment Solidaire. Et avec les industriels, dans le cadre... Comment s'appelle l'association là, Pôle Vie, c'est ça l'association je me retourne vers un Palésien. Donc l'association qui s'intéresse à toute la question à la fois de l'accessibilité, la question des déplacements sur le plateau, la question des services sur le plateau. Donc on continuera à travailler avec l'université Paris-Saclay et avec les industriels. Sur l'IMT, j'ai dit un petit peu ce qu'il en était. Donc aucun changement institutionnel. On reste une école interne de l'IMT. On sera de plus en plus sélectif sur les projets dans lesquels on investira au titre de l'IMT, parce que les journées, donc 24 heures. Donc c'est vrai que c'était épuisant de passer 8 heures par jour à travailler pour Paris-Saclay, 8 heures par jour pour ParisTech et 8 heures par jour pour l'IMT. Donc on a décidé d'arrêter de travailler 8 heures par jour pour l'IMT et 8 heures par jour pour Paris-Saclay. On va travailler 8 heures par jour pour l'Institut Polytechnique de Paris.
Et puis, il y a des sujets qui font sens au périmètre de l'IMT. Hein. Donc, on a des sujets qui font sens. On travaille beaucoup, notamment, alors d'abord, Télécom Sud Paris est dans l'IMT et dans l'Institut Polytechnique de Paris. On travaille aussi beaucoup avec l'IMT Atlantique, en particulier, dans le domaine de la cybersécurité, par exemple. Hein. Il y a une expertise avérée à Rennes et plus généralement à IMT Atlantique dans le domaine de la cybersécurité. On a des accords de mobilité d'étudiants entre les écoles. On envoie tous des étudiants, d'ailleurs, à Sophia Antipolis, à Eurecom. Donc les partenariats subsistent. Il y a des partenariats qui subsistent. Mais évidemment, encore une fois, on a quand même l'intensité allant croissante avec notre déménagement avec les partenaires de l'Institut Polytechnique de Paris qui seront à 500 mètres. Il est clair que ça aura forcément un impact dans nos arbitrages, dans les flux de relations qu'on aura avec nos partenaires, avec les écoles de l'Institut Mines-Télécom. Donc il n'y a aucun dogmatisme dans la stratégie que l'on a. Hein. C'est du réalisme. Hein. Donc, et encore une fois, c'est le réalisme de la concurrence des moyens à y affecter. Mais, et surtout, on ne prend pas de haut nos collègues au motif qu'ils seraient en province ou des écoles moins prestigieuses. On a d'ailleurs, Gaël, on a d'ailleurs transféré à l'IMT Mines-Alès notre corpus de formation sur l'intelligence artificielle. Hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient développer une formation dans le domaine. Donc on considère que ça, faire partie de la même famille, c'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire leur transférer du savoir-faire quand on est, quand on est en capacité de le faire. Ça nous paraît bien normal. Si Centrale Lille m'avait posé la même question, d'abord, il y a probable qu'il ne m'aurait pas posé la question, mais de toute façon, j'aurais décliné poliment. Voilà. Donc je crois que c'était le dernier transparent. Donc il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions. J'ai été délibérément provocateur sur certains sujets pour susciter des réactions. Alors, derrière Campus Accueillant, il y a tout ce qui va permettre de donner un peu plus de vie sur le campus. Donc là, on travaille par exemple actuellement. Alors le parcours sportif en fait partie, mais typiquement par exemple, on est en train de voir comment développer de nouveaux services, des services commerciaux, c'est-à-dire comment attirer au-delà même de ce que l'établissement public d'aménagement avait prévu. Par exemple, on a un projet de créer un bar temporaire au bord du lac pour l'été, tu vois, et donc ça, il y a besoin juste d'une installation temporaire, voilà ce genre de choses, une conciergerie. Enfin, d'un certain nombre de services, conciergerie, etc. Tout ça pour rendre, parce qu'évidemment, quand on vient de Paris, quand on vient de la rue Barrault, c'est clair que le choc peut être un peu rude. Hein. Quand on faisait le mouvement inverse, c'était plus sympathique. Hein. On commençait par Palaiseau, on finissait à Paris. Voilà. Quand on a connu Paris, évidemment, Palaiseau peut paraître un peu comme manquant un petit peu de vie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc comment, à travers des investissements privés, notamment parce qu'on pense qu'il y a quand il y a des étudiants, il y a un marché pour des services, hein, notamment pour des bars, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc on travaille sur ces sujets-là. On va également améliorer le déplacement. On s'aperçoit que par exemple, on a finalement un campus qui n'est pas si bien organisé que ça. C'est-à-dire qu'il est un peu déstructuré parce qu'il a été, si je suis là, cette photo-là n'est pas top, mais il est quand même, comme ce n'est pas un campus qui a été créé en une fois, évidemment, il y a des couches, et donc du coup, tout ça n'aide pas à s'orienter, n'encourage pas les gens à se déplacer. Donc on va aussi travailler pour que les étudiants, les personnels aient envie de se déplacer d'un point à l'autre. Il faut 15 minutes à pied pour aller de l'ENSTA à Télécom. Il en faut 7 pour aller de Télécom à l'X. Bon. Hein ? Et Centrale, c'est pour ça d'ailleurs que Centrale, c'est 3,5 km. Hein, donc là, il est clair que il n'y a pas de continuité urbanistique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des champs aujourd'hui encore. Hein, mais là, par contre, il y a un quartier, 1,5 km de bord à bord et 500 mètres ou 700 mètres de largeur. Ça fait quand même, c'est un vrai campus. Là, à 15 minutes à pied, on peut se déplacer. Oui. Non, c'est bon. Juste, tu as parlé du business plan, je crois que c'était la oui. Oui. Tu peux nous en dire plus sur l'augmentation des effectifs, des nouvelles formations, des investissements particuliers par rapport à nous, entreprises, juste pour avoir une idée. D'accord. Non, je peux donner quelques éléments de réponse. Alors, le premier, je l'ai dit, on a un objectif fort qui est de doubler le nombre de doctorants. Donc, doubler le nombre de doctorants parce que le doctorant, c'est la force de frappe
d'un établissement d'enseignement supérieur. C'est grâce à l'encadrement de son directeur de thèse, mais bien parce qu'il y a un doctorant et un bon doctorant qu'on produit de la bonne recherche, que ce soit de la recherche que ce soit très académique, de la publication ou de la recherche partenariale. Hein. Et donc, on a cet objectif-là. Pour atteindre cet objectif-là, il faut d'une part mettre fin à une certaine forme de bureaucratie qui limitait, alors de façon trop restrictive, le taux d'encadrement. Donc on sait qu'on a... tout le monde n'est pas capable d'encadrer le même nombre de doctorants, mais il y a des gens qui peuvent en encadrer plus que d'autres, et sans tomber dans un travers qu'on connaît, parce qu'on connaît le modèle anglo-saxon, on connaît le travers du modèle anglo-saxon, mais on peut pousser les feux sur le taux d'encadrement. Deuxième... Pardon ? Oh ben, là, aujourd'hui, si je regarde où on en est, hein, aujourd'hui, on doit être à peu près, en tout cas à Télécom Paris Tech, on est à quoi? À 2 doctorants par HDR, je pense, à peu près. Je ne sais pas, Talel? À peu près. Voilà. Donc si tu passes à 3, tu fais déjà... Voilà. Donc l'idée... Alors, il ne faut pas aller trop loin. Alors, ceci étant, pour arriver à 3, il y en a qui en auront 4 ou 5. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se discutent. Première chose. Deuxièmement, on veut augmenter le nombre d'encadrants. C'est-à-dire qu'on veut augmenter le nombre de profs. Clairement. Et ça, pour augmenter le nombre de profs, comme on l'augmentera pas par la subvention, il faut recruter des profs sur les ressources externes. Donc là, effectivement, on a un business model qui est assis sur le développement des ressources externes pour recruter du personnel permanent. Alors, il faut savoir qu'on a d'ores et déjà aujourd'hui dans nos écoles du personnel permanent, donc des contractuels de droit public qui sont financés par des ressources. Donc c'est un risque. Alors ils ne sont pas fléchés sur ces financements-là, mais on reverse à la masse sur le budget de masse salariale, on reverse une partie de nos recettes. D'accord ? Et à Télécom Paris, aujourd'hui, on a une demi-douzaine de personnes, enfin l'équivalent d'une demi-douzaine de personnes qui sont financées par l'abondement des ressources propres. Et dans notre plan de développement, il y a effectivement l'objectif d'augmenter d'à peu près 20% le nombre de profs. Voilà. Donc la combinaison de l'augmentation du nombre de profs, de l'augmentation du taux d'encadrement, donc c'est pour ça qu'on est un peu plus, je pense, de 50% de croissance du taux d'encadrement, nous permettrait d'atteindre le doublement du nombre de docteurs. Ensuite, en ce qui concerne les autres sources de financement, la principale source de financement va être le mécénat d'entreprise, le mécénat alumni. Donc là, on a des ambitions, notamment, je suis désolé, vous n'avez pas, enfin, ce ne sera pas moi, mais ce sera mon successeur. Quoique pour les diplômés, je vous signale que vous avez noté que je suis candidat au conseil d'administration de Télécom Paris Alumni, et que dans ma profession de foi, j'ai dit que je candidatais pour pouvoir continuer à travailler, cette fois-ci, au conseil d'administration de Télécom Paris Alumni, pour aller chercher du financement pour l'école. Voilà, donc pour ceux qui m'ont aimé en tant que directeur d'école, en tant que fundraiser, vous allez m'aimer en tant qu'ancien. Je te dis ça, Jean-Marc. Hein, voilà. Voilà, et je dis ça aussi. Enfin, et je remercie encore une fois tous ceux qui donnent à l'école. Donc voilà, donc le mécénat. Et on pense en particulier qu'il y a une vraie, il y a un effet de levier à l'association à l'école polytechnique sur le mécénat alumni. Il y a beaucoup de doubles diplômés aussi quand même, hein, X Télécom, X Ensta, X Ensae. Dans les années où je suis sorti, il y avait la moitié de la promo qui partait dans une de ces 3 écoles d'appli, entre les corps et le civil. Hein. En particulier parce que Télécom en avait une quantité considérable, l'armement aussi, hein, d'ailleurs, à l'époque. Bon. Ensuite, il y a le développement de formation et la croissance du nombre d'élèves se fera par le développement notamment de formation dont les coûts sont couverts par les recettes. Donc ça, c'est ce que je suis passé rapidement dessus, c'est des masters à des tarifs qui couvrent les coûts. Donc c'est une croissance qui se fait à coût, en tout cas sur un budget équilibré. Donc une croissance autofinancée, voilà, je cherchais le terme, une croissance autofinancée. Donc ça fait partie également des plans, hein, donc sur le Master of Science and Technology. Et l'idée même, un peu, le modèle, enfin en tout cas le modèle, mais qui est du coup une caricature, en tout cas une simplification, c'est de dire en gros, lorsqu'on recrute en master, on a 2 types de profils. On a le profil de celui qui veut continuer par une thèse, et donc là, c'est un investissement. Et puis celui qui vient chercher un master diplômant, et lui, pour le coup, c'est un coût. Et donc là, lui, on le fait payer. Donc il y a celui, en gros, qui veut faire une thèse, on ne le fait pas payer, mais on sait que c'est un investissement pour le moment où il produira de la recherche en tant que doctorant. Et puis il y a celui qui veut obtenir un diplôme pour terminal,
qui lui permettent après de rentrer dans la vie active. Et à 45 à 50 000 euros, puisque c'est l'enquête premier emploi est sortie, à 50 000 euros ou 48 000 euros fixe plus variable, enfin en salaire annuel, enfin en brut annuel plus, enfin bref, tout compris, prime comprise, 48 000 euros, je dirais, on peut se permettre de proposer nos formations à 15 000 euros. C'est le tarif d'ailleurs aujourd'hui, le master spécialisé data science, enfin big data, il est à 19 000 euros, c'est ça, Laurence, 18 500, hein, 18 500 euros. Voilà. Donc il n'y a pas ce qu'on fait sur les masters spécialisés, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur les masters. On ne va pas devenir riche avec ça, de toute façon on n'a pas l'intention de devenir riche, mais par contre si on peut faire de la croissance pour répondre aux besoins des entreprises avec des formations autofinancées, on le fera. Voilà. Donc voilà un peu les différents drivers du business model. Il y a la formation continue aussi, sur lesquelles qu'on souhaite développer au périmètre d'IP Paris. On pense qu'on a beaucoup à gagner à croiser les fichiers commerciaux, etc. Alors c'est très compliqué parce qu'en fait les formes juridiques des opérateurs de formation continue des écoles d'IP Paris ne sont pas les mêmes. Certaines sont filialisées, d'autres ne sont pas filialisées. Chez nous ça ne l'est pas. Certaines sont au périmètre de l'école, certaines sont au périmètre de plusieurs écoles, mais c'est des choses qu'on va développer également. Là non plus on ne fera pas de grosses marges là-dessus. Il ne faut pas croire que la formation continue va nous permettre de financer, de faire du financement croisé avec la formation initiale, mais malgré tout ça va permettre de développer nos recettes, quoi. Les élèves sur le nouveau site, par exemple, monter, opérer le réseau de leur logement, ce genre de choses. Alors là, il faudrait qu'on leur pose la question, puisque comme on n'est plus... les résidences ne nous appartiennent pas. En fait, nous, on réserve des logements et après, les étudiants eux-mêmes signent un bail, enfin une location étudiante avec le bailleur. Donc il y avait une association qui s'appelait Rezel, enfin il y a toujours une association qui s'appelle Rezel. Je ne sais pas ce qu'il est prévu à Palaiseau, je ne sais pas si un des élèves peut répondre. Je crois que Rezel est en train de voir s'il ne pouvait pas faire un projet commun avec les différentes écoles. Je ne sais pas où ça en est. Ben je vais leur poser la question. Enfin, merci de ta question parce qu'on leur a pas. Ben on a une réunion BDE direction lundi, c'est ça? Vous pouvez leur poser la question d'ici lundi et puis on en rediscute. Voilà, parce que. Mais il y a certaines écoles qui sont ISP, je pense à l'ENS, Paris-Saclay, et des opérateurs privés qui rentrent. Donc la question c'est quel pouvoir tu as par rapport aux résidences, logements, sachant qu'il se trouve qu'il y a des étudiants du Télécom qui viennent voir l'ENS Paris-Saclay pour se faire la main sur le réseau. D'accord. Pour se faire la main sur le réseau. Parce qu'eux ont la main sur leur réseau. D'accord, bah, très bien. Il faut faire pareil, c'est ça que tu dis, non? Bon, on va faire pareil. Et il y a le président du BDE qui est en train de noter, donc voilà. Ok. Donc Eric, qui est à la tête d'un MVNO, qui a fait toute sa carrière chez chez des opérateurs télécoms. Ok, d'autres questions? Les effectifs de l'école en termes de diplôme d'ingénieur. Oui. Tu as parlé des doctorants. Oui. Merci de la question. Alors, on envisage nous, Télécom, on envisage une croissance du nombre d'ingénieurs diplômés. Modeste, on est aujourd'hui à 270. Je crois que l'année dernière, on en a diplômé. C'était une année exceptionnelle, mais voilà. L'objectif, ce serait d'aller à 300. Donc, l'X est déjà à 500. Donc, je ne pense pas qu'ils croîtront. L'Ensta, l'Ensae pourrait, d'autant plus que comme on est tous dans des nouveaux locaux, on a quand même tous, normalement, un peu de marge. Après, le problème, c'est que vous avez les locaux, mais quand vous n'avez pas les profs, c'est un peu plus compliqué d'augmenter. Donc, il est très clair qu'on n'a pas prévu, on n'a pas prévu de croissance très forte du flux d'ingénieurs. Il y a une forme aussi de conservatisme sur ces questions-là. Donc, je pense qu'on a prévu, dans le business plan, on est plutôt à une croissance qui est de maximum de 10% du nombre d'élèves ingénieurs, et donc de diplômés ingénieurs, un doublement du nombre de docteurs, ça c'est clair, et le reste, et l'objectif c'est de passer de 8 000 étudiants à 10 000. Donc, parce qu'actuellement, l'Institut Polytechnique de Paris totalise 8 000 étudiants, et l'objectif serait d'atteindre 10 000, et de s'arrêter à 10 000. Enfin, 10 000, c'est le nombre d'étudiants qu'il y a à l'EPFL. Par exemple, je crois qu'ils sont 10 500 étudiants, donc c'est de se mettre à ce niveau-là, en considérant que la taille, après, il y a on a un problème, c'est comme on perd de l'argent sur chaque étudiant qu'on forme, on ne peut pas se rattraper sur les quantités, quoi. Et en plus, c'est une économie où on a du mal à démontrer qu'il y a des rendements croissants. C'est compliqué d'aller expliquer que les rendements croissent. On se retrouve très vite limité par la taille des salles, par le nombre maximum d'étudiants en TP. Donc c'est combien le nombre maximum d'étudiants en première année, Bertrand? 172, c'est ça? 170, voilà. Donc c'est à 171, si tu veux, on siffle le carton rouge.
Voilà, je suis vache, hein, Bertrand. Non, je suis infernal, mais comme je leur dis, ils n'ont plus que 5 mois à tenir, mais ça ne va pas s'arranger, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on a. Voilà. Mais de toute façon, ce n'est pas là-dessus qu'on va faire la croissance, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à 300, ne serait-ce que ça fait un chiffre rond, quoi. On a le vivier. Il est clair que sur les classes prépa, vu où on se situe dans la hiérarchie des grandes écoles, si tu veux, c'est pas, on fait partie des écoles qui n'auront jamais de problème de vivier. Si on décidait demain, pour une raison ou pour une autre, si on avait les moyens on recrute 135 étudiants au concours commun, un MINPON à peu près, hein, donc ça veut dire que c'est à peu près la moitié. Si on passait de 130, si on décidait d'en recruter 200, on en aurait 200. Hein. Y a pas de problème. C'est après que ça pourrait poser un problème. Mais... Allez, une ou deux autres questions quand même. Les étudiants, là. Ouais. Vous avez parlé il y a un moment d'un master avec Agro sur des... Oui. Oui. J'ai dit un master avec Agro. C'est possible. En fait, ce qu'on a avec Agro, c'est la possibilité de faire des projets agriculture numérique avec Agro. Donc, c'est pas des cours avec Agro, c'est la possibilité de faire des projets. On en a un notamment en ce moment on accompagne d'ailleurs un ancien élève sur un projet de ferme numérique verticale, de ferme verticale dans le Gard d'ailleurs, dans le cadre d'un projet d'élèves qui mélange des élèves d'agro, des élèves de télécom et des élèves de l'Institut d'optique. Alors à ce stade-là, j'ai mis master avec Agro. Je ne suis pas sûr. On a un master en ingénierie biomédicale avec arts et métiers, parce que je regarde un peu la diversification qu'on a, mais sur Agro, le projet, on avait regardé s'il y avait un intérêt à faire une formation commune agriculture numérique, mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, la technologie est suffisamment générique pour que ça ne justifie pas d'avoir une formation spécifique. Par contre, je pense qu'on peut faire des projets d'élèves, c'est-à-dire qu'on a certainement des entreprises dans le domaine de l'agriculture numérique qui seront intéressées des entreprises qui seront intéressées par faire travailler des équipes pluridisciplinaires d'élèves sur des projets d'agriculture numérique. Alors, la question c'était est-ce qu'il y a des profs d'une école qui vont enseigner dans une autre école? Alors, en fait, la réponse, il y en a déjà, parce on a des enseignants-chercheurs d'écoles qui sont souvent vacataires dans d'autres écoles. Ça, c'est la première modalité. On a notamment, alors, il se trouve notamment qu'à l'IX, il y a le statut de professeur chargé de cours qui permet effectivement d'avoir un emploi à temps partiel d'enseignant à l'IX, et on a à l'école, je pense, une demi-douzaine de profs de Télécom Paris qui sont également PCC à l'école polytechnique. Ensuite, on a les formations master sur lesquelles je suis passé un peu rapidement de l'Institut Polytechnique Paris, sont des formations qui sont de toute façon coproduites. Donc là, on a des formations communes, c'est-à-dire qui sont vraiment, dont on ne peut pas dire qui donne des cours dans quelle école, puisque c'est des formations qui sont coproduites. Après, il est certain que dans l'ambition de l'Institut Polytechnique de Paris, à un moment donné, non seulement les profs vont circuler un peu plus entre les écoles, mais on va aussi travailler sur la mutualisation des enseignements, de certains enseignements. Donc à la fois des enseignements de spécialité, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'ENSTA sur l'option intelligence artificielle. On peut même imaginer, mais là ça commence à devenir le cauchemar de la direction de la formation, parce qu'il y a juste des questions d'emploi du temps, on peut imaginer, à contrario, des mutualisations d'enseignement en première année. Parce que quand même, je serais surpris qu'à l'ENSTA en particulier, alors avec Télécom Sud Paris, ça c'est sûr, parce que c'est une école qui nous est quand même très, très proche, mais à l'ENSTA, il y a certainement des cours, ou à l'ENSAE, des cours de première année, en Probasta par exemple, je suis à peu près sûr. Alors évidemment, les cours n'ont rien à voir. Hein. Vous savez, quand vous demandez à un prof, est-ce que tu penses que... Et on vous explique que le cours n'a rien à voir. Et c'est vrai que le cours, c'est de l'artisanat, donc à un moment donné, il est très propre à l'équipe pédagogique, mais néanmoins, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Ça pourrait prendre un peu de temps, je pense, quand même. Mais ça pose la question plus générale de la reconfiguration des écoles dans ce périmètre d'IT Paris. Si on fait tout ça, ce n'est pas simplement pour juxtaposer les écoles. Donc par contre, je pense qu'on commencera d'abord par... Les masters sont un très bon terrain de coopération. Au passage, ces masters dont je parlais à l'instant sont, à Télécom en tout cas, sont des supports de la 3e année d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, aujourd'hui d'ailleurs, dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, il y a beaucoup d'élèves de Télécom Paris, je pense qu'il y en a une cinquantaine, c'est ça à peu près, hein, Bertrand, qui font un master de l'Université Paris-Saclay en guise de 3e année. Donc demain, tu auras des élèves ingénieurs de Télécom Paris qui feront un M2 de IP Paris en guise de 3e année. Donc ce qui est déjà une façon de mutualiser, quoi. Bon. Oui. Vous avez parlé du partenariat
partenariat d'HEC avec l'IP Paris, en quoi ça consiste concrètement? Alors, on a signé ce qu'on appellerait un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord cadre, qui dit qu'on va travailler ensemble sur le développement de recherche et de formation sur business et technologie, ou technologie et business. Première chose, donc là, le champ, c'est ça. Le champ, c'est de dire, en gros, on va travailler ensemble dès que le business est en relation avec la technologie ou dès que la technologie est en relation avec le business. Quand on regarde les thématiques qui sont proposées, derrière le mot technologie, en fait, c'est le numérique. Il y a un peu de biotech, mais en fait, c'est quasiment que du numérique, parce qu'aujourd'hui, les principales drivers technologiques, c'est quand même... Alors, il y a un peu les nanotechnologies, quand même un petit peu, il y a un peu de biotech, mais enfin, quand même, globalement... On tourne autour de l'intelligence artificielle, des data science, de la cybersécurité, etc., qui est quand même une grosse partie des drivers. Ensuite, cet accord, il prévoit qu'on travaille sur tous les champs, donc recherche, formation initiale, donc ça pourrait vouloir dire des programmes en commun, formation continue, développer des offres communes de formation continue. Et ce qui est important dans cet accord, c'est qu'il nous impose un droit de premier regard chez l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'a pas le droit de travailler, nous, IP Paris, on n'a plus le droit de travailler avec l'ESSEC, sur les nouveaux programmes, si on n'a pas d'abord demandé à HEC s'ils ne voulaient pas travailler avec nous. Ils n'ont pas le droit de travailler, HEC n'a pas le droit de travailler avec Centrale Supélec s'ils ne nous ont pas d'abord proposé sur un sujet, relevant du périmètre, s'ils ne nous ont pas d'abord proposé de travailler avec eux. Voilà. Alors maintenant, où on en est aujourd'hui, pas grand part, enfin je veux dire par là, l'accord est récent, on a quelques pistes, on a notamment des pistes autour d'un centre commun sur les data science, enfin d'une infrastructure commune pour les data science. Ça ne remet évidemment pas en cause les accords. Au contraire, ça va doper les accords de double diplôme qu'on peut avoir. Est-ce que ça nous permettra de réinstaller des formations comme on avait la fameuse majeure management et nouvelles technologies qui a existé à une époque et qui a fermé? Ça peut être des choses auxquelles vous pensez. Hein. Par contre, il y a le Master Peak qui est un master dans lequel il y a effectivement déjà des élèves venant de ces différentes écoles. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mine, oui, c'est le management de l'innovation, c'est ça, oui. Donc voilà. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est l'expression de la volonté de travailler ensemble. Bon, après, ça va prendre du temps que de décliner ça en termes très, très opérationnels. OK. Oui, peut-être ce sera là. Oui. Alors effectivement, en fait, on en parle demain. Mais demain avec les fonctions RH. Mais je vais dire un mot. Donc, on a eu, comme tous les ans, l'enquête Premier Emploi. Ce qui est caractéristique, enfin, si je résume en fait l'enquête. Alors, est-ce que ce soir, je ne sais pas, Sylvain, la plaquette de l'école, est-ce qu'elle est rediffusée ce soir ou pas? Non. Tu sais pas où, bon, parce que les chiffres sont dedans. Mais enfin, les principaux chiffres, c'est 1, augmentation des salaires moyens de 1,7%. J'ai entendu ce matin que dans l'enquête Premier Emploi, conférence des grandes écoles consolidées, c'était 2%. Donc c'est sur l'inflation, ni plus ni moins. Au plan de la diversité des débouchés, il n'y a pas de modification substantielle par rapport à l'année dernière. Les premiers recruteurs sont, sans grande surprise, les sociétés de conseil, les ESN, les éditeurs de logiciels, les sociétés de l'Internet, donc les Google, Apple, Facebook, dans lesquels on met aussi les éditeurs de logiciels, je ne sais pas pourquoi, mais enfin qui sont pas les ESN en tout cas. La banque et l'assurance, en termes de verticaux. Après l'industrie, et puis les équipementiers 7%, les opérateurs 7%, les opérateurs télécom 7%. Voilà, en gros le truc. Après, la dernière chose qui est caractéristique, c'est qu'après avoir connu pendant 5 ans, sur la période 2012-2017, on avait connu une décroissance régulière de la part des grands groupes au bénéfice des PME-PMI. Pas des TPE, et encore moins des startups, mais vraiment des PME-PMI. À tel point qu'on perdait 4 points de part par an. C'est-à-dire qu'on est passé de 20% de PME-PMI à 40%, on est passé de 40% de grands groupes à 20%, les ETI étant restés stables. Depuis 2 ans, on constate une inversion de tendance et les grands groupes sont repassés au-dessus de la barre des 40%, enfin sont à 42%. Donc on a un retour des grands groupes, alors modeste, pas aussi violent que la décroissance qu'on avait connue les 5 années précédentes. Après, la part des TPE est très faible.
elle est, je pense, de 5% et elle est stable. C'est pas tellement ceux que vous ne voyez pas, parce qu'ici, dans cette pièce, il y a surtout des gens qui viennent de grandes entreprises. Enfin, il y a quelques PME, PMI, voire TPE, mais la plupart d'entre vous sont dans des groupes qui sont qualifiés de grands groupes. C'est pas les startups qui vous volent vos diplômés. Alors d'abord, parfois, il y a un phénomène sectoriel, hein, ça je l'ai expliqué, mais il y a plutôt les PME, PMI. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément, et ça vous devez le voir, de PME, PMI, notamment dans le domaine des data science ou de la cybersécurité, qui sont sur des marchés excessivement focalisés, enfin qui sont hyper segmentés et qui proposent effectivement qui sont très nombreuses, que vous utilisez. Alors, je ne sais pas si vous les utilisez en tant que société de conseil, mais en tout cas que les entreprises utilisent et qui, eux, captent effectivement une fraction non négligeable de nos diplômés, quoi. Donc, c'est ça que je vois, moi. Ok, écoutez, de toute façon, on aura la capacité, alors vous ne vous levez pas, on aura la capacité de continuer à discuter à table. On vous a réparti, comme il y a quelques défections de dernière minute, on va voir si on recompose les tables pour ne pas avoir des tables trop vides, donc on fera ça en live. Voilà, et puis donc on a mélangé aux tables des personnes de l'école, des élèves, des permanents de l'école. Voilà. Je vous remercie.